Ya, comienza. Nan recuerdo. Listen. For Me et Draft TB et autres. Merci encore. Nous avons voulu organiser ce webinaire, bien que les pays de la conceptuelle, mais nous savons tous que le processus n'est pas terminé parce que nous avons pour les fenêtres 1 bientôt le grant making qui va commencer et pour les fenêtres 2 qui sont en train de s'activer et vraiment pour la soumission de leur demande de subvention. Donc, ce webinaire se veut un partage d'expérience et surtout pour collecter les bonnes pratiques et aussi voir quelles sont les difficultés et les défis. Et ensemble, nous allons essayer d'échanger pour voir comment la société civile de toute l'Afrique peut mieux participer au processus du GC8. Bienvenue encore à vous. Lisa, you have the floor. Thank you. Okay, thank you so much, Ida, for providing us with that context. And as I did mention in the introduction, other than the Francophone and Anglophone learning hubs hosting this webinar, we do have our amazing partner, ACT Africa, that have been running a survey to collect experiences of communities during the grant writing process. And they do have amazing insights that they would love to share with us. So allow me to welcome Mr. Imoro Abudu from ACT Africa to present and share with us some of the amazing insights that they've been collecting through the region. And then after him, that's when we can have our community panel. Mr. Imoro, it's such a pleasure to have you. Welcome, the floor is yours. Thank you very much, Lisa and Ida, for putting up this wonderful program. My name is Imoro, and I work with ACT Africa, and we are proud to be part of this program. This webinar actually is a webinar that is being put together by ACT Africa and our regional partners, and we have christened it the Red Sea Movements of Community and Civil Society Organizations. Before I go over to explain or get the results of our survey, let me just take a minute to look at what we meant by the Red Sea Movements of Communities as far as the GCA processes is concerned. When we talk about the Red Sea Movements of Communities and CSOs, we are basically looking at what are the critical breakthroughs, what are the opportunities, what are the decisive turning points that communities can latch on, or communities can learn, communities that can serve as best practices for communities so they can be able to articulate their decisions very well at the CCM level. Having said this, ACT Africa has undertaken a survey to gather information from communities on the GCA processes. And I would like to synthesize some information that has come through as a result of this survey. Because of lack of time, I only take two of our experiences from partners that has come through, and also through two breakthroughs that has also come through. One of the experiences that we received through our survey is that youth-led networks report that they are often excluded or they are engaged very late as far as the GCA processes
are concerned, and especially when it comes to grant development. And this limits their ability to influence funding priorities. That's one of the first experiences we're getting from the youth-led organizations. Secondly, there is the presence of tighter resources. And there's also the need for harder choices. GCA comes at a time where tighter resources and harder choices are inherent as a result of the withdrawal of some funding partners. So because of the funding cuts, this issue of tighter resources and also the need to undertake harder choices will affect the quality of the programs. These are two experiences that have been shared as a result of our survey. Let me also take you through some two breakthroughs that we've gathered as a result of these GCA processes. The first breakthrough is the presence of better guidance coupled with translation webinars. And in this regard, kudos goes to the Global Fund and the Learning Hubs, and also the regional partners and networks such as Art Africa for our ability to organize translation webinars in Portuguese, in Arabic, in French, and Russian, making all these languages available on one platform so people could understand the guidance from the Global Fund. Then also, there is a presence of modular framework clarity. New HIV, TB, RSSH information notes, plus integration technical briefs from the Global Fund has made sure that there's clarity in direction on what countries can fund. So basically, these are the two breakthroughs also that has come as a result of our survey. So in conclusion, I want to also add my voice to welcome everybody on board and wish you a very fruitful, engaging, and to also make an appeal. As you can see, I'm wearing my country's jersey. That's Ghana Black Star, our jersey. We are playing against England today, and I want to appeal to everybody as Africans to throw your support and weight behind us so we can beat our colonial masters. Thank you very much, Lisa, for the opportunity, and over to you. Thank you so much, Mr. Imoro. And absolutely, we will all be supporting Ghana tonight, and all the best in the match. Thank you for sharing the insights with us. And just to let all our colleagues know is that the survey is still running. Maybe Mr. Imoro, for those who've not come across it, you can share the link in the chat. Okay. So that they can continue engaging and also circulating to the broader communities. But just to let everyone know is that we will be sharing a post-webinar brief where we will also continue to circulate the survey. So now, we really did not want this conversation to be very presentation heavy. We want to give ourselves the opportunity to just learn from each other, share our experiences, share recommendations with each other, and strengthen what we are all doing in our different contexts. And with that, we are going to have a community panel. But even before we kick off the community panel, I'd like to invite us all. Please introduce yourselves in the chat section. And if you have a question or a recommendation or an experience that you'd want to share, and you may not want to wait all the way until the Q&A session, feel free to begin sharing it in the chat section. So even as you introduce yourself, just name your country, your name and organization. And if you're active in your
if you're part of a grant writing team in your country, also mention that. If you're part of the CCM in your country, please mention that as well and share with, let's make the chat section very engaging so that even our panelists can be able to engage with you there outside of the conversations that we'll be having. So allow me once again to bring back on Ida. Ida will be leading the session on how meaningfully have communities really been engaged in the grant writing process, and we'll be hearing from the Francophone communities, specifically Benin, and I know she has a lineup of other speakers. So Ida, back to you. Okay, thank you, Lisa. I will give the floor to Hamza to moderate this session. I invite those who speak English to go to the interpretation channel and to listen in English. Hamza, can you promote Hamza as a speaker so that he will manage it? Lisa. Thank you. All right, just a minute. Hamza, please accept the request. Okay. Hamza is here. Thank you. Hamza, à toi la parole pour conduire la session. Merci. Avec Fabrice. Ok, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Bienvenue à cet important webinaire. Comme l'a si bien dit Lisa et Ida, donc c'est un webinaire qui va nous permettre de partager les expériences des pays qui ont eu à soumettre pendant la première fenêtre des subventions du Fonds mondial. Je ne sais pas, Ida, si on peut avoir l'agenda pour permettre aux uns et aux autres aussi de pouvoir bien suivre cette session. Est-ce qu'on peut partager l'agenda à l'écran? Merci beaucoup, Ida. Voilà, merci, voilà. Donc, nous allons commencer cette session qui va porter sur les possibilités pour les communautés d'influencer le processus de GC8. Effectivement, ces possibilités seront en fait tirées des leçons qui ont été en fait apprises lors des pays qui ont eu à soumissionner, comme je l'ai dit, à la première fenêtre, et aussi voir ensemble avec les différents panélistes comment on appelle ça, les différents renseignements qui se dégagent au niveau régional. Alors, pour cette session, nous allons commencer par un acteur, en tout cas très, très, très important de la société civile de l'Afrique francophone, qui nous vient du Bénin, qui est membre du CCM au niveau du Bénin, et un acteur clé, comme je l'ai dit, du processus Fonds mondial au niveau du Bénin et même au niveau de la sous-région. Je vais inviter Fabrice Kotoko, qui est le vice-président du CCM au Bénin, pour son intervention par rapport à ces différentes questions qui sont notamment cette possibilité pour les communautés d'influencer les processus, mais aussi les enseignements qui se dégagent au niveau régional. Fabrice? Merci beaucoup, Hamza. Bonjour à tous. Moi, c'est Fabrice Kotoko Maouillon. Je suis premier vice-président du CCM du Bénin, mais également un acteur communautaire au niveau pays.
Je suis au CCM du Bénin depuis près d'une dizaine d'années. Si Hamza le permet, je voudrais avoir la main pour pouvoir partager et juste une petite présentation. Merci beaucoup. Un instant. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Ok, d'accord. Tout à l'heure, Fabrice, oui, l'écran, c'est bon. D'accord. C'est bon, c'est à votre présentation maintenant chez moi. Est-ce que je ne sais pas si c'est bon de l'autre côté? Non, c'est D'accord. super, tu peux Merci continuer. beaucoup. Je voudrais déjà d'entrée rappeler qu'au niveau du Bénin, nous allons soumettre le 28 juillet prochain parce qu'on est au niveau de la deuxième fenêtre. Et la question, c'est de savoir si nous pouvons influencer le processus au niveau de nos différents pays. Je vous dirais oui, hein. Et ce oui, je le dirais à travers ces 5 points. Ces 5 points ont quand même permis nous, au niveau du Bénin, de pouvoir vraiment évoluer dans le processus et aujourd'hui d'avoir quand même une proposition de liste commune, consolidée pour pouvoir tout faire pour que ces éléments soient pris en compte malgré la situation au niveau pays. Il faut déjà rappeler que nous avons quand même un changement de paradigme, hein, puisque actuellement, c'est la transition du GC7 vers le GC8 qui est marquée au niveau de nos pays par une forte croissance démographique, mais également par une contrainte financière majeure. Parce que si nous regardons aujourd'hui ce qui est alloué chez nous à notre pays par rapport à la subvention GC7, bien sûr, GC7 révisée, puisque après la pause, nous avons une réduction de 21% de l'enveloppe budgétaire. Et l'objectif clé quand même pour nous, c'est de maximiser l'impact et de maintenir les acquis sanitaires malgré la baisse de ces ressources disponibles. Et l'opportunité que nous avons aujourd'hui, c'est de pouvoir nous allier sur le cadre modulaire qui est beaucoup plus axé sur la durabilité, la redevabilité et la transition vers des financements nationaux. Et comme je le disais, nous nous soumettons pour la fenêtre 2, c'est-à-dire en juillet d'ici, je dirais, un mois au plus grand terme. Mais il faut rappeler que le Bénin a proposé pour l'option prête pour la subvention. Donc, du coup, on doit avoir déjà tous les éléments avant la soumission. Euh, pour faire un peu la genèse de notre processus de demande datée jusqu'à l'éligibilité, il faut dire que nous avons commencé le processus en décembre et puis on a eu RAM, la plateforme, le Hub Afrique francophone qui nous a beaucoup aidé dans la formulation de cette demande d'assistance technique. Et il faut dire qu'au niveau pays, c'était un consortium et ce consortium est porté par la plateforme des associés centrés droits humains qu'on appelle POSDH. Et puis, c'est soumis au département stratégique initiative qu'il a approuvé pour ce budget-là. Et puis, il faut dire que la période, c'est de février jusqu'à septembre 2026. Et c'est le cabinet Kenya Impact qui est le cabinet affecté à notre, je dirais, pays. Et l'innovation déjà là, c'est que nous avons 100% des experts qui sont des nationaux, ce qui garantit bien sûr le transfert des compétences auprès des acteurs locaux. Il faut dire déjà chez nous, par rapport à la subvention GC8, que notre accès à l'enveloppe, une enveloppe spécifique de 649 1875 euros qui serait dédiée exclusivement aux droits humains aux gens, et mais sous condition d'un cofinancement national à un taux de 1 pour 1, et également un engagement du Bénin à pouvoir mobiliser 15% des ressources nationales en contrepartie pour un minimum d'un peu plus de 51 millions d'euros. Il faut également dire que les étapes clés de ce processus que nous sommes en train de conduire aujourd'hui, nous pouvons citer 5 grandes étapes clés. La première, c'est la phase préparatoire et de mobilisation de l'assistance technique, qui est partie de la formulation de nos besoins, de la validation institutionnelle de notre ancrage technique, qui a duré de décembre à février 2025.
de février 2026. Et puis après, ça a suivi par le recueil des besoins à la base et l'innovation terrain. Et là, à ce niveau-là, c'est la co-conception des outils et puis le déploiement au niveau des différentes, je dirais, localités de notre pays. Et puis, bien sûr, avec une inclusion. Et il faut dire que nous avons une innovation cette fois-ci parce que nous sommes sortis vraiment des zones urbaines, des bureaux, des conforts pour aller vraiment vers les communautés pour vraiment la phase de dialogue pays communautaire. Et cela a duré de mars à avril 2026. Après cette étape, maintenant, nous sommes passés à la consolidation, à la triangulation, surtout à l'habilitage technique. Et au cours de cette phase, nous avions eu à analyser et à traiter les données que nous avons reçues, non seulement du terrain, mais qu'on reçoit des différentes équipes, des différents comités de rédaction. Mais également, il y a une triangulation stratégique qui a été faite. Et puis après, nous avons appliqué des critères de priorisation pour pouvoir vraiment, au regard de la situation et surtout des ressources, pouvoir vraiment avoir une priorisation qui vraiment pourrait nous allier avec le cadre modulaire. Et cela, on l'a fait dans le mois de mai. Et quand on a fini maintenant cela, nous sommes passés maintenant au chiffrage et la budgétisation de ces éléments-là. Et puis, c'est grâce au costing qu'on a fait cela. Et puis maintenant, nous sommes à l'étape de plaidoyer politique de l'intégration finale de notre, je dirais, de nos interventions, puisque au total, nous avons retenu 17 interventions au niveau pays. Et ces 17 interventions sont réparties suivant les différentes composantes, bien sûr, de la subvention, à savoir la composante VIH, la composante tuberculose, la composante SRPS qui prend en compte, bien sûr, la composante par le, puisque la plupart des activités, des interventions communautaires que nous avons retenues sont logées au niveau, d'accord, de la composante SRPS. Donc, si vous prenez notre formulaire, vous allez penser qu'il n'y a pas la composante paludisme, alors qu'il y en a, bien sûr. C'est parce que tout simplement, cela se retrouve au niveau, d'accord, des interventions logées au niveau de la composante SRPS. Par rapport, je dirais, à l'innovation dont je parlais, il faut dire que nous avons vraiment décentralisé complètement le dialogue national pour pouvoir capter les barrières, que ce soit épidémiologiques ou sociales, directement à la base. Et aussi, il faut dire qu'on avait juste prévu faire une rencontre d'une trentaine d'acteurs clés au niveau national. Mais après, grâce également à un peu de financement de la part de l'INC, nous sommes passés à 10 sessions territoriales menées du 16 au 24 couvrant l'ensemble des départements de notre pays. Et il faut dire que à chacune de ces sessions, vous avez au moins 20 représentants qui participent à cela. Et au total, nous avons touché 220 participants, dont 65 femmes et 155 hommes. Et parmi les cibles mobilisées, nous avons non seulement les SO locales, nous avons les PVIH, nous avons les patients TB guéris, nous avons le réseau des jeunes, mais également les populations clés, à savoir les TS, les LGBTQ et également les usagers de drogue. Et maintenant, il faut dire que nous avons mis en place vraiment un plaidoyer pour que tout ce travail qui a été fait, toutes ces observations qui ont été traduites maintenant en besoin au niveau de notre formulaire, que cela soit pris en compte simplement au niveau de la grande subvention. Et je vais finir en disant qu'aujourd'hui, l'étape où nous sommes, nous continuons toujours de pouvoir suivre les discussions stratégiques au niveau national, mais également nous suivons un peu l'arbitrage du montant, puisque le montant actuellement doit être arbitré pour une répartition plus ou moins optimum, puisque nous sommes passés de 2 PIA à un seul PIA. Et au regard de cela également, c'est des enjeux vraiment stratégiques pour que nos interventions qui sont aujourd'hui déjà prêtes, transmises à l'INC, budgétisées, que cela vraiment passe les filtres et soit pris en compte et que lors du grand baking, d'accord, que nous soyons au rendez-vous. Et je finirai en disant que dans ce processus, nous avons encore une étape importante d'activité à réaliser, c'est que nous avons encore un peu de ressources pour que lorsqu'on va commencer le grand baking, que nous puissions également nous mobiliser pour pouvoir fournir les argumentaires qui seront demandés à la fois par l'équipe pays, également par l'équipe du tiers pays au niveau du Fonds mondial. Voilà un peu l'expérience que nous pouvons partager
Et la stratégie que nous avons mis en place, bien sûr, pour qu'aujourd'hui, nous soyons sûrs qu'en matière d'intervention prioritaire, vraiment, qui tient compte de la réalité aujourd'hui et du paysage, que nous avons vraiment eu l'élément essentiel à soumettre dans ce processus-là. Merci beaucoup, Hamza, et merci à tous et chacun de vous pour votre aimable attention. Merci beaucoup, Fabrice. Merci beaucoup pour cet important partage d'expérience, notamment ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est vraiment cette assistance technique qui vous permettrait d'anticiper en fait le processus et de pouvoir bien se préparer pour que les besoins prioritaires des communautés et des populations vulnérables puissent être vraiment pris en compte dans le processus GC8. C'est vraiment important qu'on puisse avoir ce genre d'expérience pour que les organisations de la société civile puissent se mettre ensemble et se préparer, comme je l'ai dit, en amont pour bien participer activement et pouvoir aussi augmenter leur capacité d'influence au niveau donc, du processus, que ce soit au niveau pays, et ça pourrait être vraiment un partage d'expérience au niveau régional. Merci donc, merci à Fabrice. Je vais donc repasser la parole à Ida pour la suite. Merci. Merci beaucoup, Hamza. Maintenant qu'on revienne encore à toi. So, Lisa, I give you the floor for the next session. Thank you. Apparemment, Lisa n'est pas sur place, so I will continue while waiting for Lisa. Our next session will concern a reflection. We will continue with the reflections. And now we will listen to Imoro Abudu, who will give us the result of the inquiry from ACT Africa on communities, what are the challenges they are facing during the GC8. So, Imoro, you have the floor. Aida, Imoro had already shared with us. So okay. Yes. So our next speaker, who will continue, not from the Anglophone region, who will be sharing with us, what are some of the strategies that they have used specifically in their country to ensure that their communities remain influential in the grant writing process. And we're going to be inviting Jerry from Ghana TB. Jerry, the floor is yours. Please introduce yourself and share with us. All right, so thank you very much, Lisa, and also thank you very much, Ida, and greetings to our participants online as well. So basically, what we've been able to do in Ghana specifically is to make sure the community's participation has been very meaningful and also impactful in terms of the GC8 grant writing proposal. So basically, we had opportunity to also receive a TA for the community, specifically prioritization in terms of the GC8 grant writing. So what we did is to make sure that we leave nobody behind, making sure that the community's voices are heard, and also what is really working in GC7 and what we can also work looking at going to GC8. So we didn't want to have a lot of shopping list of prioritization, because we need to look at also bear in mind we have limited in terms of funding this time. So we have to look at how we can also strategically make sure that the activities and interventions that we are implementing in GC7, which one is working, which one is not working, and moving to GC8, which one will be also included in the GC8 with support from the programs as well. So we did a community engagement dialogue with all the important stakeholders,
that are within the GC, the Global Fund grant cycle under GC7. So we had a 2-day consultative workshop. The first day was to give opportunity to communities to come and present to us what has been working under GC7 with the programs, and looking at going to GC8, what they want to continue with, and also what need not to be added into the GC8. Let me say this is very important in the sense that under GC7, we did prioritization before going to GC8 proposal. We are about to go to GC8 proposal. So under the GC7, we have already done some reprioritization already in GC7. So going into GC8, we had a fairly idea as to what Global Fund will be expecting under GC8. Also, we look at the modular framework, we look at interventions, we look at activities, and specifically, we can't do anything without also looking at the National Strategic Plan, because everything that is supposed to go into the GC8 must also come from the National Strategic Plan. So during the development of the National Strategic Plan, communities were critical, playing a key role at the development of the National Strategic Plan, so that we make sure that activities of communities are captured in the NSP, because if it is not captured in the NSP, then going to GC8 becomes a very difficult moment for communities to look at the intervention that they really want to achieve. So we had a look at the modular framework. We took them through the modular framework, what is working, what is not working, and also what Global Fund is looking at in terms of the intervention, so that we align our activities that are very impactful, like CLL, human rights issues, model of hope. I mean, intervention that we look like it is very impactful to the programs where we need to continue. Also, during the consultative meeting, we also gave opportunity to the program, the national programs, to also come and present contribution of the communities to interventions that they have aligned in GC7 and what is working and what is not working. So the next day was basically to look at the prioritization. All communities come and present interventions and make sure that we align, and also make sure that it's an integration, because we're looking at integration of the diseases. So areas where we need to integrate the 3 diseases, we need to make sure we integrate it to be very impactful in terms of our activities that we need to do. So we were able to have a list, and then we need to prune the list to about 20 intervention before we went into the boot camp, which we had finished the first boot camp. Tomorrow we are starting the next boot camp. So during the boot camp, we also need communities that can play, not just to sit around the table. No, we need people with experience, community with experience, to be able to be part of the boot camp and make sure that interventions that are in the prioritization are also included in the writing proposal, including the technical assistants, the TAs that are working with the communities, making sure that those interventions reflect in the grant writing proposal. So for now, I would say that we've been able to prioritize our 20 interventions, and strategically, all communities are placed strategically in the various interventions where we want our activities to be included moving into GC8. So we've had a very meaningful engagement with both partners, development partners, CCM, the Global Fund, WHO, and other UNAs also come to support the intervention activities that we currently looking at, and making sure that it is in the GC8 grant proposal. So we're looking forward. It's not only going to end
in just putting interventions and activities into the grant proposal. We need to also make sure that we continue to monitor the activity. It's not just an event, it's going to be a process. When submission is done, there's supposed to be a TRP comment. Those comments, when it comes, we need to make communities to look at the comments that have come from the TRP. We also we need to be making sure that we are costing our interventions and also making sure those costings that we are doing, it also reflects in the final grant that will be approved. So it's going to be a process to when the grant is approved for implementation in general. So Lisa, this is what we've been doing so far from Ghana, and thank you and over. Okay, thank you so much, Jerry, for sharing with us, what's happening in Ghana. And from what you mentioned, it sounds that communities are being included, and communities' voice is also a priority in the entire process, which is such a beautiful thing to see. But something that you said that really stood out is that even as Ghana has been very intentional to look at the lessons learned from GC7 and also reprioritization. And that has really informed how this process has been for you. So thank you so much, Jerry, for sharing that. I'm going to be inviting another experience from Zanzibar. Zanzibar, we do have Omar. And Omar, Zanzibar is such a unique context in terms of how the writing process has been and how engagement has been like. So please share with us, what have been some of the things that you have done uniquely as Zanzibar that has strengthened community engagement in the grant writing process, and maybe any other challenges that you may have faced in the Zanzibar context that we can learn from. Omar, the floor is yours. I do see that Omar has dropped off, so we can move on to Zimbabwe. And Zimbabwe also has a very interesting dynamic and experience. And I would like to welcome Madam Tendai Westhoff. Please, Madam Tendai, introduce yourself and tell us what's happening in Zimbabwe. How has engagement of communities been like? Just the entire grant writing process for you, and how are you prioritizing your activities, but also what are some of the challenges that you may have faced, and how are you working through them during this writing period? Tendai, the floor is yours. Thank you very much, Lisa. And on behalf of the Pan-African Positive Women's Coalition Zimbabwe, I would like to warmly thank ENASO for giving us this time slot today. Yeah, our journey has been particularly meaningful, I should say. For the first time in Zimbabwe, a women-led, living with HIV-led organization was entrusted to coordinate and facilitate a national consultation of this scale to inform Zimbabwe's Global Fund funding request. We do not take that responsibility lightly. We see it as a demonstration that women's organizations can successfully lead complex national processes whilst bringing people together around a common purpose. As we reflect on the GC8 consultation process, we do so with a deep sense of gratitude. This was not the work of one organization. It was a collective effort made possible by the commitment, support, and participation of many stakeholders. In Zimbabwe and across Zimbabwe. And I would like to also thank the Global Fund Community Engagement Strategic Initiative, ENASO, Frontline AIDS, the CCM in Zimbabwe, the National AIDS Council,
our Ministry of Health and Child Care, civil society organizations, community networks, development partners, technical working groups, and all those who supported this process in different ways. Most importantly, I want to thank the experiences and trusted us with their stories. Without their voices, this process would not have been possible. As Zimbabwe, we engaged with everyone. We invited everyone to the table. We are also encouraged by the strong collaboration that characterized this process through the TA support from MAITA and frontline aides. Despite operating in a challenging environment with shrinking resources and growing needs, stakeholders came together with a shared commitment to strengthening Zimbabwe's response to HIV, TB, and malaria. So, when answering what strategies are communities using to remain influential in Zimbabwe, as Zimbabwe, we successfully developed a CSO charter and came up with 20 priorities as a collective, supported by GIZ through FACT. We are really working closely with our CCM and the CCM representatives from the communities. Communities are using strategies such as the digital innovation, using Facebook platform. I hope some of you have interacted with the GC8 community engagement, Zimbabwe GC8 community engagement platform on Facebook, and a WhatsApp chatbot amidst limited resources. However, Africans and our own communities, we do not have a spirit of volunteerism. We always expect to be given something, even if we are working towards our own national agenda and benefits for us as a community. The attitude of civil society communities, where we think every national process that is being implemented, we expect data, bundles, we expect t-shirts, or some incentive in kind. We saw this with the WhatsApp chatbot, where our consultant was using to collect data, where many did not participate as they expected incentives in the form of data bundles. There is no excuse for anyone not to participate in the WhatsApp chatbot, as it costs less than $1, and one could participate from the comfort of their homes and at any time, anywhere where there is internet or where there is Wi-Fi. So I think ENASO must build the capacity of communities and NGOs through trainings on how we can meaningfully engage community at a voluntary level in a way that they are just feeding into national processes like that of the Global Fund or of the development of the National Strategic Plan, National Health Plan, and others without the expectation of incentives. So one would ask, what have we done differently to improve community engagement during the GC8 process that is currently underway in Zimbabwe? What we also did differently is we developed our own visual roadmap that consolidated the CCM processes and our own processes and shared through the CCM to all stakeholders to clearly show how much we were aligned to the national processes. PAPIC-ZIM was able to coordinate the many TAs that had been implemented successfully, inviting them to the feedback meeting and validation meetings that we held on the 4th of May and 5th of June, June respectively, to share their work as a collective. We also ensured the inclusion of not leaving any populations and their subpopulations behind. At both the inception meeting, as I said, and the feedback meeting, there were diverse representation of communities and civil society organizations, and the majority had never participated in the Global Fund in country processes before, which was a good thing as we got new perspectives in support of the community charter that was developed with the support from GIZ. It is also important to have more community representatives participating in all processes of the GF, especially the all-in-country writing processes, as they are open for anyone to attend. However, we now have exhausted our budget
it becomes a challenge under the TA that we got. So we see a gap in ensuring meaningful engagement all the way up to the funding request submission and the TRP review process. The achievement is, as PAPWIC, we managed to support civil society and communities to attend the 10-day writing process. But after that, we ask ourselves, what next? Now that our funding is exhausted. The CCM, our CCM, it keeps inviting everyone, but they clearly state that there are no funds and everyone is welcome if they can support themselves to attend these processes. So what could we do differently in future? Maybe next time there is need for clear communication on TAs that are happening to support GC8 so that they are better coordinated. Like what we saw in our country, there were so many TAs, each one was doing that, someone was doing this, but we had to bring everybody to the table. So in future, it will be good to just have a well-coordinated system of bringing these TAs together. So maybe the CCM must also have a digital platform where updates are shared every day, especially on logistical arrangement and meetings, as many people were always confused and going to empty hotels, and there's need to improve on the communication. So these are our experiences in Zimbabwe, and like I said, I really want to thank our CCM for a great job. We worked closely with everybody, and if people would like to see the report of the whole consultation that was led by Maita, we did share it with ENASO, and I think they can share it with all the participants who are on this platform today and even beyond. Those are our experiences from Zimbabwe. Thank you very much. Lisa, over to you. Wow, thank you so much, Tendai, for sharing your experiences. There's something you've mentioned that, you know, I keep hearing from other communities about how participation looks like without support. You know, communities are hungry to be part of the process, but the support is very minimal. I want to congratulate you for, you know, your innovation, because with a WhatsApp chatbot, it provides the opportunity for them to still have a voice, whether they're in the room or outside of the room. And you always, you know, go ahead and share whatever it is that they share with you. So good job on that. I do want to check if Omar is back on to give us the context of Zanzibar and how key and vulnerable populations have been engaged in the writing process, how that has been for them. Omar, if you're there, please just raise your hand. Okay, I still can't seem to see Omar. So just before we move on to the Q&A session and reflection, I just want to apologize that the chat section had been muted and paused, but now it's back on. Please introduce yourself in the chat box. Tell us what country you're coming from. Let us know if you're a member of CCM or not, or whatever civil society group you're representing. Also, let us know some of your experiences in the grant writing process from your country. Let us know some of the challenges that you're facing, but also some of the recommendations or best practices that you're utilizing in your countries. And with that, allow me to take it back again to Ida to share with us context from Malaria and Mali in terms of how their experiences have been. Either Malaria from the Central African Republic and also Mali experiences. Ida, the floor is back to you. Okay, thank you, Lisa. Just to give a floor to Hamza to moderate this session also. So I will invite those who speak English to go to the interpretation channel and choose the English language. Thank you. Merci beaucoup Ida, merci beaucoup Lisa pour
me permettre de faire la modération de cette session qui suit. Donc, comme on l'a si bien dit, ce webinaire, c'est un webinaire de partage d'expérience, un webinaire donc comment on appelle ça, de pouvoir avoir les leçons tirées et voir aussi comment les communautés se sont organisées pour effectivement participer activement au processus de GC8 au niveau de leur pays. Alors, aujourd'hui, nous allons accueillir avec nous deux acteurs de la société civile. L'un qui nous provient de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément du Mali, M. Nomoussa Saganogo, et Mme Christiane Zouma qui nous provient de la RCA. Et Nomoussa est membre du Forum pour le renforcement de la société civile au Mali. Et Christiane Zouma est la représentante donc, du secteur malaria au niveau du CCM, au niveau de la République centrafricaine. Alors, le sujet de nos discussions avec ces deux acteurs de la société civile, d'abord, c'est de voir concrètement quel soutien avons-nous besoin pour aller de l'avant et ensuite voir aussi ensemble avec eux que devrait être fait différemment, non seulement par le gouvernement, c'est-à-dire les acteurs étatiques, les CCM, les donateurs, les partenaires techniques et même le Fonds mondial pour effectivement faciliter le processus de GC8 au niveau de nos pays. Voilà, donc je vais commencer par Nomoussa. Nomoussa, donc si vous êtes en ligne, vous avez la parole, donc vous pouvez prendre la parole pour votre intervention en essayant effectivement de répondre à ces différentes questions. Monsieur Nomoussa, vous avez la parole. Ok, merci Hamza. Merci à alors, Aïda et aux autres personnes de me faciliter la parole. Moi, c'est Nomoussa Saganogo. Je suis le référent du groupe thématique centre du Forum des organisations de la société civile. Je suis membre du CCM au compte des OSC et du lutte contre le VIH. Je suis encore membre, le deuxième vice-président de la plateforme des réseaux en santé, droits humains et genre. Donc, sur ce, je partage nos espérances par rapport au soutien que Hamza vient d'énumérer. Mais avant ça, on va partager notre espérance par rapport à tout ce qui se passe de nos jours, parce que nous sommes deuxième fenêtre, deuxième fenêtre de subvention. Donc, nous, quand même, au niveau du Mali, car vous savez, le Mali, c'est un pays très vaste, 1 241 000 km² avec plus de 10 régions, dont 5 régions du Nord. Donc, le CCM a beaucoup joué par rapport à tout ce qu'on est en train de faire, parce qu'on a misé sur l'information, communication et la création des groupes WhatsApp pour que tout le monde soit au même niveau d'information. Et au finish, avec Aram et les autres partenaires, l'assistance technique nous a beaucoup édifié toute la priorisation et tout ce qu'on est en train de faire, même au niveau du soutien qu'on est en train de faire. Donc ça, c'était un petit rappel par rapport à tout ce qu'on est en train de faire maintenant. Donc, dans le cadre de soutien, donc nous, après tout ça, l'assistance technique, on a jugé nécessaire qu'au niveau de nos structures, il faut une réorganisation. Donc, il y a une réorganisation des communautés, ainsi que le partage d'espérance qu'on est en train de faire. Ça, c'est très important. Donc, ça permettra à tout le monde d'être au même niveau d'information et d'acquérir des espérances des autres pays. Donc, par rapport au gouvernement, donc le dialogue communautaire qu'on a organisé avec l'appui des partenaires du Fonds mondial, le dialogue communautaire, on a tenu des dialogues. Il y a le dialogue communautaire et le dialogue humanitaire. Donc, le dialogue humanitaire, ça, c'est compte tenu de la situation du pays. Les communautés aussi ont besoin de voir tout ce qui se passe au niveau des humanitaires pour prioriser les actions. Maintenant, dans les actions humanitaires et dans les actions communautaires, les communautés ont fait vraiment des recommandations pour qu'on puisse être au même niveau d'information et de partenariat avec les autres. Donc, pour le gouvernement, c'est faire un appui de plaidoyer pour la mise en place du fonds domestique de lutte contre les 3 maladies et les activités communautaires.
Ça est ressorti presque dans toutes les régions, que vraiment nos gouvernements, maintenant, il faut vraiment que les fonds domestiques doivent être mobilisés. Et nous, en termes de communauté, on doit quand même faire tout pour que nos gouvernements participent à la lutte contre ces trois maladies. Et puis, il y a aussi un deuxième point qui est vraiment ressorti, c'est l'intégration des services. Donc, vous voyez qu'avec la rareté des subventions, avec tous les problèmes qui se passent au niveau de nos pays, il est temps maintenant que l'intégration des services soit effective. Raison pour laquelle, au niveau de G8 que le Mali doit présenter dans les jours à venir, les communautés ont mis l'accent sur l'intégration des services. Vraiment, sur l'intégration des services, ça va vraiment nous aider à pallier beaucoup de problèmes dans le domaine des droits humains et du genre. Et puis, au niveau national aussi, compte tenu du contexte, il faut parler toujours du contexte, on a vraiment dit d'assouplir les législations sur le droit humain et la prise en compte du genre. Donc, qui connaît nos problèmes dans nos pays pour le droit humain, je crois que les 187 ONG qui ont pris au dialogue communautaire, au dialogue humanitaire, vraiment ont vraiment plaidé pour que l'État voit ce point-là. Maintenant, pour le CCM, donc au niveau CCM, le CCM Mali aussi a 42% des organisations de la société civile et des communautés. Ce qui veut dire nos voix comptent. Et c'est pour cela que nous ne participons pas à tout le processus du CCM en tant que membre du CCM, mais en tant que la définition des priorités pour le Mali. Donc, c'est au niveau CCM, on a vraiment décidé de revoir le quota des OSE pour intégrer les OSE des droits humains et du genre. Donc, ça, c'est très, très important. C'est une réforme approfondie que le CCM doit quand même travailler là-dessus. Et il s'agit d'institutionnaliser les rétro-informations des OSE non membres du CCM. Donc, on a dit au CCM, vraiment, la lutte maintenant doit être un peu nationale avec le financement domestique. Pour cela, il faut que tout le monde soit au même niveau d'information. Donc, on a jugé nécessaire pour faire une doléance au niveau du CCM, pour faire quand même les rétro-informations soient une priorité qu'au niveau central, mais au niveau rural. Maintenant, il faut quand même le CCM évalue la participation des communautés. Donc, nous, je suis membre du CCM il y a à peu près quelques années. J'ai été même vice-président. Mais notre lacune, c'est que l'évaluation de la participation du communauté dans les activités du CCM reste vraiment à interroger et il faut que le CCM voit ça. Et à toi, le CCM nous a donné les garanties quand même pour la mobilisation des ressources internes au niveau de l'État, que nous, au niveau des communautés, on est en train de faire le plaidoyer. Maintenant, pour les donateurs, les partenaires techniques et financiers, donc il s'agit de renforcer les HIB régionales et les cadres de concertation qui existent pour améliorer quand même le partage d'informations. Et puis, il faut quand même que ces cadres soient renforcés sur tous les plans, même au niveau de l'assistance technique. Et de valoriser les ressources humaines dans les pays. Bon, ça sont les recommandations des dialogues pays, mais il faut quand même l'assistance technique qui nous a beaucoup aidé depuis la priorisation jusqu'au dialogue pays, dialogue humanitaire, nous a beaucoup aidé pour la priorisation. Donc, c'est ça qu'on veut partager avec vous au niveau national, que au niveau national, malgré les problèmes de mobilisation des ressources, mais les communautés ont toujours plaidé pour la mobilisation interne, de financement interne. Donc, c'est ça que l'espérance que je voulais partager avec vous. Merci. Merci beaucoup, M. Nomoussa. Merci beaucoup pour ces partages d'expériences assez intéressants. Nous retenons en tout cas quelques points saillants, notamment les points sur le soutien entre les pairs, la coordination aussi d'action entre les acteurs humanitaires et communautaires, mais aussi un point très important qui est ressorti de la communication de M. Nomoussa, c'est le processus de mise en place des fonds nationaux de lutte contre les trois maladies. Et ça répond effectivement à la préoccupation donc des rétrécissements des ressources au niveau international. Je note aussi cette question d'intégration, mais aussi la question aussi très importante pour les communautés de s'appuyer
sur nos représentants au niveau des CCM et pourquoi pas vraiment, comme l'a dit Nomoussa, institutionnaliser le processus de retour information pour que tous les acteurs de la société civile, qu'on soit au niveau des CCM ou pas, qu'on puisse avoir la même information à un temps T. Par rapport donc à ce qui doit être fait différemment, je suis tout à fait d'accord avec ce que M. Nomoussa a dit, la réorientation des assistances techniques, mais aussi de voir comment le hub régional peut être vraiment un cadre pour les organisations de la société civile au niveau de l'Afrique francophone pour mieux réorienter, pour mieux les renforcer et pour mieux leur apporter cet appui technique pour qu'ils soient à même de pouvoir participer à tous les processus du Fonds mondial et de manière efficace. Nous allons donc continuer avec Madame Christiane Zouma qui nous provient, comme je l'ai dit, de la RCA. Christiane, donc si tu es en ligne, tu as la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. J'espère que vous me recevez. Très bien, 5 sur 5. D'accord. Je suis Christiane Lakozuma de la République centrafricaine, activiste dans la lutte contre le paludisme depuis 2016 et membre du CCM. Et au jour d'aujourd'hui, je suis même personne ressource au niveau du CCM. Je suis la directrice exécutive de cette organisation qui lutte contre le paludisme à la base, qui est la solidarité contre le paludisme en Centrafrique, que tout le monde connaît au niveau pays et régional en tant que comme SPALCA, et aussi membre dans le cadre unitaire au niveau des organisations de la société civile et des communautés en RCA. Je voudrais d'abord remercier le Hub francophone à travers le RAM, bien entendu ENASO, et puis toutes les parties prenantes qui nous ont permis cette confiance afin de pouvoir partager l'expérience de la première fenêtre de la subvention au niveau pays en RCA. Déjà, très rapidement, en termes de stratégie qui a été utilisée, qui nous a permis quand même d'influencer cette subvention de GC7 qui va à la GC8, c'est vraiment la participation active et efficace de toutes les instances, de toutes les instances au niveau pays, au dialogue pays communautaire qui a été organisé par le point focal à travers l'assistance technique du RAM via le cabinet Kenaya. Et au jour d'aujourd'hui, le rapport de ce dialogue pays et ainsi que toutes les livrables qui sont ressortis de ce dialogue pays, à savoir les 20 priorités des organisations de la société civile et des communautés, ont été inclus dans les documents en annexe qui ont été envoyés au Fonds mondial pour la subvention de la GC8. Et dans la dynamique de ce dialogue pays, il y a toujours eu cette synergie entre les organisations de la société civile et le CCM, parce que déjà en amont, les discussions que nous avons eues avec le CCM, les pillards et toutes les parties prenantes, à savoir les PTF, ont inclus notre chronogramme que nous avons partagé, le chronogramme de l'assistance technique avec toutes les activités de la société civile dans la feuille de route du CCM. Et c'est ce que nous suivons depuis le début de ce processus jusqu'à la semaine passée que nous avons soumis la soumission au Fonds mondial. Et il faut noter que pour englober tout ça, vraiment, c'était une communication vraiment effective depuis le point focal auprès des organisations, auprès des membres des communautés, jusqu'aux pillards, aux partenaires de mise en œuvre. Et comme je l'ai dit, le CCM, à travers la vice-présidente du CCM qui a vraiment accompagné tout ce processus-là, ainsi que la CNLSTP. En termes de mesures, et puis ce qui a été comme prise différemment concernant l'amélioration pour l'engagement communautaire, parce que vous savez qu'au niveau de la RCA, initialement, la politique de l'engagement communautaire qui définit la société civile, mais qui n'implique pas la société civile parce que ça reste vraiment au niveau des chefs de quartier et des chefs de groupe. L'appropriation de l'assistance technique nous a vraiment permis un dialogue vraiment très, très, très fluide avec la direction des soins de santé primaire au niveau du département de la santé ou loge
l'engagement de la société civile et les communautés ont participé activement à l'élaboration du nouveau plan stratégique intégré, parce que le pays est parti du plan stratégique TB VIH-PALU à un plan stratégique intégré. Donc, toutes les organisations de la société civile qui font la mise en œuvre de la subvention du Fonds mondial et les communautés qui siègent au CCM ont été participatives dans un groupe très important de ce plan stratégique intégré qui était la levée des barrières. Et à l'issue de ce travail important que nous avons fait, sous l'appui de l'assistance technique nationale, bien entendu, nous avons pu innover des interventions intégrées et avec l'appropriation et l'implication, bien entendu, dans la dynamique de cet engagement communautaire-là. Et comme je le disais, ça a été ressorti par un consensus important parce que le CLM qui, pour l'engagement communautaire, était un peu comme un gendarme derrière les agents de santé communautaire, est devenu maintenant une très bonne compréhension pour la direction des soins de santé primaire. Et au jour d'aujourd'hui, le CLM est logé dans le gap programmatique du renforcement du système de santé et les autres interventions des organisations de la société civile en lien avec les autres pathologies sont aussi logées dans les cadres programmatiques des différents programmes, à savoir VIH, TB et paludisme. Et vraiment, comme je le dis, la participation active est vraiment efficiente à ce processus de la GC8 au niveau pays. C'était vraiment pour une première parce que malgré que les ressources étaient limitées, les ateliers qui se faisaient avaient vraiment une participation très limitée des organisations de la société civile, mais avec l'appui de l'assistance technique et puis le point focal qui a vraiment fait cette discussion auprès du CCM, auprès des PTF, pour que la participation de la société civile ne puisse pas être limitée, mais puisse être quand même élargie de façon à ce que la majorité et une grande partie puissent être pris en compte et que nous avons pu vraiment faire tout ce travail-là. Et donc, pour nous avons déjà soumis, mais le Fonds mondial nous a fait un retour qui nous a encouragés et qui a aussi demandé à la société civile à travers le point focal, parce que nos acteurs de terrain que nous avons fidélisés pour la GC8, pour toutes les organisations qui sont partenaires de mise en œuvre, qui sont au nombre de 1045, s'il vous plaît, nous voudrions vraiment que ces 1045 acteurs qui sont sur le terrain, issus des organisations de la société civile et des communautés, puissent être maintenus parce que chacun de ces acteurs ont vraiment une spécificité. Et là, ce que je suis en train de vous dire, c'est que ça inclut et les populations clés et les personnes vulnérables, donc vraiment tout le paquet que contient la société civile. C'est ce que nous voudrions fidéliser et c'est ce que nous avons même proposé dans la GC8 et le retour du Fonds mondial au jour d'aujourd'hui. Parce que comme l'engagement communautaire voudrait que les acteurs des organisations de la société civile puissent être sur le même SMIC des agents de santé communautaire, on a dit que ça ne nous pose pas de problème, mais il faudrait vraiment y avoir cette spécificité entre, par exemple, un agent de santé communautaire et un père éducateur qui va auprès des populations clés. Donc, vous comprenez un peu la sensibilité, ainsi que les points focaux VBG qui vont auprès des survivantes, auprès des victimes, pour aller faire tout le paquet intégré qui va auprès de ces victimes-là. Donc, il y a des spécificités vraiment qui diffèrent de ces agents de santé communautaire et des acteurs terrain de la société civile. Donc, ça, c'est les discussions sur lesquelles nous sommes. Comme je suis en charge de pouvoir remplir ce tableau qui a été proposé par le Fonds mondial avec le concours de l'assistance technique, nous allons le faire et nous allons continuer le plaidoyer. Et donc, pour nous, nous voudrions vraiment que l'assistance technique communautaire puisse poursuivre son chemin jusqu'à la réponse aux diverses questions. Merci beaucoup, Christiane. Je crois que, compte tenu du temps, c'est très, 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 très intéressant ce que tu es en train de développer.
Donc, nous allons permettre la poursuite de ces webinaires. Donc, merci beaucoup, Christiane. On retient vraiment de l'intervention de Christiane et des points aussi très, très importants et ce partage d'expérience qui va permettre aux autres pays de pouvoir s'inspirer. Notamment, nous retiendrons la stratégie d'influence qui se focalise sur une participation active de tous les acteurs pays pour qu'ils puissent participer au dialogue pays. Et ce dialogue pays qui a abouti vraiment de manière consensuelle à pouvoir identifier les 20 priorités de la société civile pour le GC8. Nous retenons aussi la synergie entre les différents acteurs, notamment les organisations de la société civile, les CCM, les PTF, les PR, pour que vraiment le processus puisse être vu sous un même angle et de manière concertée. Nous retenons aussi un point très important qui est l'intégration du chronogramme ou du calendrier de mise en œuvre de l'assistance technique de la société civile dans la feuille de route des CCM. Ça, c'est un point très important qui permettrait effectivement à la société civile de pouvoir se retrouver dans le processus et aussi la communication régulière. Pour ce qui est fait différemment, nous pouvons retenir cette appropriation de l'AT qui a favorisé les dialogues fluides entre les organisations de la société civile et les services étatiques donc, de santé. Mais aussi, nous pouvons aussi retenir le plan stratégique intégré qui a favorisé au niveau de la RCA donc l'intégration des services de santé dans le processus de GC8. L'autre aspect aussi important, c'est que les CLM puissent être vraiment aussi intégrés dans le cadre programmatique des programmes de lutte contre les 3 maladies, à savoir le VIH, le palu et la TB, et aussi l'élargissement donc de la participation des organisations de la société civile du niveau central jusqu'au niveau périphérique. Merci beaucoup, merci à tous nos intervenants. Merci à nous, Moussa, merci à Christiane. Donc, nous allons passer la parole à Ida pour la suite du processus. Merci beaucoup. OK, merci beaucoup, Hamza. Merci à Christiane et à Moussa pour leur intervention. And now I think, Lisa, we will go directly to the question and response. Hamza coordinating that reflection and even giving us a summary on it. I do recognize we don't have so much time, but we have a little bit of time left to listen to our audience and maybe read out some of the reflections that are also coming in on the chat box. I do see we have 2 hands up, and I don't know whether it's questions or reflections that they want to give. One is from Rwanda and Evode, but before I bring them up, we had someone comment on the chat box saying that for them in their country, they were fully engaged in both the consultations and the writing process. However, the numbers of communities participating kept shrinking as they neared towards the day of submission. So I'm assuming this must have been a country that submitted this month. That's window 1. But also something that they note is that it would have been better for them if their consultants were brought on board way earlier. The comments I'm reading is from Flavia. Flavia, please, if you're still on the call, kindly let us know which country this is. And now I'm going to allow, Flavia, that is Uganda. Thank you so much, Flavia, for sharing that. I do see Evode hands is up. So Evode, you have a few minutes to just share your reflection with us. Please accept the invitation to speak and you can open your mic. Bonjour, Evode. I think Evode is from Burundi. Okay. Il speak French. Bonjour, Evode. Evode, tu peux prendre la parole pour poser ta question et faire ton commentaire. On va t'envoyer une invitation pour que tu acceptes d'ouvrir le micro pour avoir la main pour parler. Je pense que Evode n'a pas encore I see activé. Evode has typed in the chat box, but it's in French. Can you please read it out for us?
in the chat box. Let me see. So maybe the translators can't support. I can't see. Is it a question? It's pretty long. Okay, I don't know let French. you need to learn French. I can't see his question, unfortunately. Is it in the Q&A Yes. question? Yeah, okay, let me open it, please. Okay. Yes. Oh, there are many reactions from the participants. Let me find the one from Evode. Yeah, it's not so far away. Wow. Yuveneri. Oh, Ida, tu as retrouvé pour Evode? non, tu peux y aller, Hamza, je n'ai pas retrouvé. Ok. Donc, ah, voilà, ok. Si tu as retrouvé, tu peux poser la question et puis le traducteur va transcrire pour les anglophones. Oui, en Hamza? fait, c'est des commentaires qu'il a fait. Ah, voilà. Tu es perdu, Hamza? Oh, si tu es perdu, Non, je non, vais laisser. non, le traducteur est en train de lire le commentaire de Evode en anglais. Ah, ok, sorry. Okay, d'accord. Okay, thank you very much, Yvonne, for your comments. I think this is to share the experience from Burundi, and we took note of all that you said and of your recommendations for next step. And we see that we know that the next step for first Windows countries will be the grant making. Until it will be good to stay on the page for this important stage of the process. And so we invite communities to follow up closely
the process for grant making within the countries. Yes, thank you. I think we have another hand that is raised from South Sudan. Maybe Lisa, you can give him the right to speak and to do his comment if needed. There are some other questions within the chat box. I see also some other comments, and let me see whether there are some questions specifically addressed to some speakers. I can't see. Lisa? I have sent an invitation to GATT from South Sudan, but they have declined to accept. Maybe GATT, please share with us on the chat. Just type on the chat what you wanted to share. But I do see that we have a comment from Teboho. I hope I'm not pronouncing your name wrongly, from Lesotho. And they say that for them, they were invited to a program continuation where the CCM alongside the PR led them in the submission of the performance framework, health product management template, and budget. I had seen someone else comment and ask if Zimbabwe, I think Madam Tendai, you're still on the call, if you can be able to incorporate them in the ongoing activities that you have. And also someone asked whether they can get a recording of this. So yes, this is going to be shared, both the French and English version. And we are going to be circulating a newsletter, a post-webinar newsletter, again, just highlighting some of the key things that have come. So I did notice that most of our speakers they did receive support to engage communities, either through technical assistance or small grants. And I just wanted to reiterate that Global Fund has been supporting communities in this grant writing process through country-specific technical assistance and also small grants just to increase community engagement. However, currently, technical assistance, new applications are not being received for Window 1 and Window 2. One, because Window 1 is already due, it's passed, and also Window 2 is about to be completed. But if your country will be submitting, from Window 3 downwards all the way to Window 6, feel free to reach out to any of the learning hubs, either myself or Ida here, and you'll be able to get support. And also the same thing for small grants, which are supposed to just support communities in dialoguing or coming up with their priorities. So that is it for us, but always, Ida, I think you can type your email on the chat so that if anyone from Francophone region wants to reach out to you for support, they are able to do that. Mine is just to thank each and every one of us for staying. We do have 2 minutes extra left. So Imoro to just give us our closing. I do hear someone saying something. Hello, Lisa. Yes, you're audible. Yes, did you say I should just give the closing remarks? Yes, just closing remarks for this amazing conversation, and also inviting people to continue to engage with the survey,
where they can continue to share their experiences beyond this conversation. Okay, sure. Excuse me, before the closing remark, just to give information of a tool, Lisa, the course tool that have been shared by the Learning Hub, so that is very useful for communities also for the process. So you have a tool of a course tool that have been shared in English and also in French. Do not hesitate to use this course tool in order to have to participate in the grant making and also in the concept note writing. Thank you. Funding request writing. Thank you. Okay, thank you, Lisa and Ida. On behalf of ACT Africa, I want to express my sincerest gratitude to Lisa and Ida, and by extension, the Anglophone and Francophone zones, for the great role you have played in this webinar, and then to also extend our heartfelt warmth to all participants who has taken time off your busy schedule to attend to this webinar. We are glad, we are happy you have joined, and it has been so educating. To our panelists, I want to say a very big thank you to all of you for taking time off your schedule to share with us these relevant insights that will help propel communities and CSOs in our quest to make sure our decisions are upheld at our various CCM and in-country levels. May God bless all of you. But before I conclude, let me say the ACT Africa survey is still ongoing. I've shared a link again in the chat box. Please take a few minutes and attend to it so you can help us gather information to shaping decision-making on how communities are feeling and how we can better be engaged in these GCA processes. On behalf of ACT Africa, once again, thank you very much, and may God bless all of you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Bye. Bye-bye. Merci beaucoup. Merci infiniment. Au revoir. Au revoir. Merci à tous pour votre participation. À bientôt. Merci. Au revoir, coordonnatrice. Depuis la maison, Thank Ida, you. je suis en Goodbye. congé.